Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la démarche de dimensionnement en résistance des matériaux. Donc on va s'appuyer sur un exemple qui est l'exemple d'un poteau indicateur que l'on trouve ici, qui est chargé par la force du vent et dont on a des caractéristiques. Donc on retrouve toujours sur des énoncés un schéma, on retrouve des caractéristiques de section droite et on retrouve des caractéristiques de matériaux et des extraits de cahier des charges. Alors, la démarche de dimensionnement passe toujours par des étapes qui sont, pour l'étape 1, la modélisation. Donc on va commencer par modéliser le problème. Cette étape de modélisation présente toujours 3 aspects. Un aspect géométrique, un aspect lié aux liaisons et un aspect lié au chargement. Donc ici, pour notre exemple, ici on aurait une poutre ici, donc que je vais mettre à l'horizontale, suivant X, qui correspond au poteau bien sûr. Donc on a le point O et le point A. On a comme liaison la liaison encastrement et comme chargement la force du vent que l'on va modéliser ici par une force au point A, F. Donc voilà pour l'aspect modélisation. La deuxième étape, dans cette deuxième étape, on va calculer les actions de liaison. Donc on a des liaisons, une poutre qui est liée ici au sol par une liaison encastrement. Donc on va déterminer les actions de liaison. Donc la poutre étant en équilibre, ces actions de liaison sont déterminées à l'aide du principe fondamental de la statique. Donc ici, si on applique le principe fondamental de la statique, on va calculer les actions au niveau de l'encastrement avec 2 composantes d'effort, XO, YO, une composante de mouvement, M. Je pourrais les mettre ici. J'ai ici XO, YO, M. Donc voilà pour cette deuxième étape. La troisième étape consiste à aller chercher les efforts intérieurs. Donc, pour notre poutre ici, on va faire des coupures et on va regarder les efforts intérieurs. Donc, sans rentrer dans le détail, on trouverait ici qu'on a une seule zone. Ici, pour TY, en fonction de X, ici on a le point O, ici on a le point A. On obtient un diagramme qui a cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a un TY qui est constant entre O et A. Et pour le moment fléchissant MLZ, on obtient un diagramme qui a cette forme-là, ici avec un moment fléchissant maxi au point O. Donc on constate ici que la section la plus sollicitée, ici, est la section qui est au point O, puisque c'est là où j'ai le moment fléchissant maximal. Donc ces efforts intérieurs conduisent à 2 choses importantes. La première chose, c'est aller chercher la nature de la sollicitation. Nature de la sollicitation ou des sollicitations, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Ici, par exemple, on a de la flexion simple, puisqu'on a du TY et du MFZ. Et le deuxième objectif donc, de cette étape, c'est d'aller chercher la section ou les sections les plus sollicitées. Sections les plus sollicitées. Alors parfois c'est évident, comme ici. Parfois ça l'est moins. Quand c'est moins évident, il faut tracer les diagrammes et aller identifier dans quelle section on a les efforts intérieurs les plus grands. Là. Alors une fois que cette étape a été faite, on passe à l'étape 4, qui est une étape où on va définir les grandeurs qui sont dimensionnantes. Donc on a comme grandeur à aller chercher des contraintes. Donc ici, on va se placer dans la section la plus sollicitée, et dans la section la plus sollicitée, qui est ici la section O, on va pouvoir représenter la répartition des contraintes.
Donc ici, si je retrouve le moment déchissant MLZ, et si je néglige les effets de l'effort tranchant, ben ici, je peux tracer ma répartition de contraintes dans ma section droite, qui a cette forme-là. Donc sur le cours, vous avez les expressions de cette répartition des contraintes. Et ici, ben, on constate que la valeur de la contrainte est maximale ici. Donc on va pouvoir aller chercher sigma maxi ici et identifier l'endroit où on a cette contrainte maximale. L'autre grandeur qui est souvent importante d'aller chercher, c'est le déplacement maxi. Le déplacement. Donc ici, ben, pour aller chercher le déplacement, on a une poutre encastrée avec une force au bout. Bon, ce déplacement dans ce cas-là est évident, hein, on aurait V maxi égale moins F fois L au cube sur 3E IGZ. Donc on est capable ici d'aller chercher le déplacement maximal dans la poutre. Donc une fois qu'on a ces grandeurs, ben, l'étape 5 consiste à appliquer des critères. Et des critères, on en a de deux types. On a des critères qui sont des critères de résistance. Les critères de résistance nous dit que la contrainte maxi ne doit pas dépasser la limite élastique divisée par le coefficient de sécurité. Donc ici, dans l'énoncé, dans le cahier des charges, on a le matériau, on a le coefficient de sécurité, donc il faut vérifier ce premier critère. Et puis parfois, donc, on a un deuxième critère qui est un critère de rigidité, pour lequel, ici, dans le cas de la flexion, on doit avoir V maxi qui doit rester inférieur à une certaine limite, je vais mettre V limite, ici, qui est dans le cahier des charges. Donc voilà pour la démarche de dimensionnement RDM. Donc on retrouve quasiment systématiquement ces 5 étapes. Étape de modélisation, de détermination d'action de liaison, des efforts intérieurs, des contraintes et des critères. Donc on remarque sur le tableau que le résultat s'appuie sur un grand nombre de schémas pour identifier dans quelle section j'ai des efforts intérieurs maximales et dans ces sections critiques où se situent mes contraintes maximales.